Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Le deuxième déconfinement est-il pour bientôt? C'est la question que se posent les Français. Le gouvernement serait sur le point, en tout cas, de desserrer l'étau. Pour l'heure, la crise sanitaire a déjà des conséquences pour ceux qui ont perdu leur emploi, malgré les aides financières qui ont été débloquées, sans oublier les conséquences psychologiques que le ministre de la Santé a soulignées récemment. En tout cas, le retour au monde d'avant est désormais inenvisageable et ce sont des enjeux qui seront forcément très présents lors de la prochaine présidentielle de 2022 à laquelle Jean-Luc Mélenchon, notre invité, est candidat. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez annoncé il y a 15 jours, exactement. Et je rappelle que vous êtes aussi président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. On va commencer par ce qui s'est passé hier, au Trocadéro à Paris, hier après-midi, mais aussi dans d'autres villes en France. Des milliers de personnes sont venues manifester contre la loi sécurité globale et plus précisément l'article 24 qui interdit de diffuser des images des forces de l'ordre avec intention de nuire, une proposition de loi contre laquelle vous êtes mobilisé à l'Assemblée nationale. Pensez-vous que les manifestations d'hier feront faire marche en arrière au gouvernement avant le vote de la loi mardi? On l'espère toujours quand on se mobilise. Le pire est de ne rien faire. En tout cas, on prépare les esprits à comprendre que quelque chose de grave vient d'être décidé ou va être décidé en vote solennel mardi prochain si une majorité se dégage pour ça. Il est possible que des députés marcheurs décident que cette fois-ci ça fait trop et qu'ils votent avec nous contre la loi. En réalité, nous sommes passés dans un modèle de régime autoritaire de surveillance généralisée. Et vous allez voir, parce que cette loi est la première d'une série. Il y en aura ensuite d'autres en application d'un livre sur la sécurité qui prétend organiser un contrôle de tout le monde, tout le temps, partout. Le livre blanc de la sécurité. Alors, ils appellent ça un continuum de sécurité, c'est-à-dire vous serez surveillé partout, tout le temps. C'est quelque chose qui, de notre point de vue, n'est pas acceptable parce que le prix qu'on paye dans le viol des libertés individuelles et collectives est considérable. Et au demeurant, le monde entier s'en émeut. Vous savez que la France a été montrée du doigt par une commission de l'ONU, que plus de 100 organisations en France dénoncent cet usage disproportionné de la surveillance collective. Donc oui, c'est un moment d'évolution du régime vers quelque chose d'imprévu, à quoi personne ne s'attendait, la forme autoritaire. Alors, il y a quelque chose, une notion qui a été rajoutée, c'est la garantie du droit d'informer. Ça a été réintroduit par Gérald Darmanin. Est-ce que vous y voyez quand même là une concession ? Alors, naturellement, ils ont pris peur, je pense, le gouvernement, du scandale qu'il déclenchait dans tous les milieux, y compris des gens qui n'ont rien à voir avec ma famille politique. Bon, c'est pas parce que des gens sont de droite ou libéraux que pour autant, ils n'aiment plus la liberté. Donc, beaucoup de gens se sont émus et je crois que le gouvernement s'est senti sous la pression. Et il fait l'erreur de prendre les gens pour des imbéciles, comme souvent. Il fait croire qu'il a amodié son texte. Pas du tout. Il n'y a rien de changé. Il faut bien que... à l'occasion de ce genre de sujet, on apprenne un peu du droit. Le droit prévoit de toute façon la protection des policiers. Elle est déjà assurée. Ce qu'introduit cet article 24, c'est la tentative d'interdire de filmer, sous une forme ou sous une autre. Il faut que vous sachiez qu'un policier, quel qu'il soit, peut, lorsqu'il a l'impression qu'un délit va être commis, il peut intervenir, même si après il apparaît que le délit n'a pas été commis. Écoutez-moi bien, parce que c'est du droit et c'est très précis. Heureusement, la police a un rôle préventif du délit. Donc, si quelqu'un vous voit, vous, monsieur Letellier, avec votre téléphone, il peut dire, le policier peut se dire « Ah, monsieur Letellier s'apprête à me filmer pour le diffuser ensuite, ce qui portera atteinte à mon intégrité psychique. » L'intégrité psychique a été introduite dans la loi. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, n'importe quel policier, à n'importe quel endroit, peut décider de vous interpeller et de vous mettre en garde à vue parce que vous avez filmé. Sauf qu'il y a de fortes probabilités que la loi soit votée. Les macronistes ont la majorité à l'Assemblée nationale, la droite les soutient et le Sénat est majoritaire à droite. La dernière étape, c'est quoi? C'est le Conseil constitutionnel? Ah, il y aura... le texte va retourner au Sénat, oui. Puis il va revenir à l'Assemblée nationale. Non, c'est une longue bataille, on va essayer de convaincre. Mais vous savez, monsieur Letellier, quand des gens comme moi défendent la voie démocratique du changement radical de la société, il faut bien faire tout le parcours. Donc nous avons le devoir de penser qu'à chaque étape, on peut convaincre. Donc vous avez encore espoir de faire reculer le gouvernement? Oui, bien sûr. Et de toute façon... Par quoi? Par des manifestations de nouveau? Il y aura des manifestations, c'est pas moi qui les organise. Il y aura des interventions dans les assemblées. Et puis, pardon de vous dire qu'on vote en 2022. Donc, moi, je vous dis, si je suis élu en 2022, cette loi sera abrogée. Et j'espère faire comprendre à mes concitoyens pourquoi il faut remettre de l'ordre dans la police. Parce que c'est un corps qui a échappé à tout contrôle, y compris celui du ministre. Pendant le débat, pendant 3 jours, le syndicat des officiers de police nous a agonie d'injures.
un autre syndicat en fait autant, c'est pas possible ça. En démocratie, les forces qui exercent la violence légitime sont tenues à une certaine réserve, à ne pas se mêler de la vie politique. Ceux-là le font. Donc, notamment, je pense qu'il faut dissoudre l'IGPN, le contrôle de la police, pour créer une autre instance plus neutre, plus impartiale, dans laquelle il n'y ait pas que des policiers. Mais je pense que tout le monde doit réfléchir à ça, parce que, voyez-vous, à première vue, les Français, l'autorité, ils apprécient. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'autoritarisme. Donc, dans chaque cas, il faut faire la part. Qu'est-ce qui est de l'autoritarisme? Qu'est-ce qui est de l'autorité légitime? Dans quelques jours, en tout cas, nous devrions être fixés sur une date de début de déconfinement. Ça, c'est un autre enjeu qui concerne vraiment les Français. Emmanuel Macron doit en dire plus dans la semaine. Les commerçants attendent que les taux se desserrent. Quant au vaccin, si tous les espoirs sont permis, pour l'instant, il n'y en a toujours pas. L'épidémie continue de reculer. Une amélioration qu'on constate, on va tous s'en réjouir. Il ne faudrait pas qu'elle laisse à penser qu'on pourrait baisser en quoi que ce soit la garde. Les commerces non essentiels devraient prochainement lever le rideau, mais avec un protocole sanitaire renforcé. Premier axe, l'espace entre les clients. Jusqu'ici, il fallait 4 mètres carrés. Cette jauge passera à 8 mètres carrés par personne. C'est vraiment catastrophique puisque 8 mètres carrés par client, ça voudrait dire que nous devrions travailler en nombre de clients limité et une grosse perte de chiffre d'affaires pour nous. La date de réouverture, elle, reste incertaine. Le 1er décembre ou bien le week-end d'avant, comme le demandent les commerçants pour sauver Noël. Le Black Friday ou Vendredi Noir prévu fin novembre, finalement décalé au 4 décembre, comme le souhaitait le ministre de l'économie. Est-ce que vraiment, vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday? Ma réponse est non. Black Friday ou pas Black Friday, de toute façon, nous, on est quand même morts. Il ne va pas rester grand-chose de nos entreprises d'ici la fin de l'année. Confinement, crise économique, sociale, la déprime menace le pays. La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée entre fin septembre et début novembre. Face au coronavirus, quels sont les vaccins les plus avancés? Seuls 2 laboratoires ont publié des résultats de leur phase 3. Le géant pharmaceutique Pfizer et son homologue américain Moderna. Mais au moins 8 autres candidats vaccins sont également très avancés. Pour l'instant, on n'a toujours pas de publication scientifique. On a une annonce de type commercial. L'Agence européenne du médicament a indiqué qu'elle pensait pouvoir donner une validation à un premier vaccin d'ici à la fin de l'année pour qu'il puisse être distribué à partir du mois de janvier. Alors, le déconfinement, on en parle. Emmanuel Macron va en dire plus mardi soir. Pour l'instant, le gouvernement dit pas de déconfinement total à l'ordre du jour. Pour vous, est-ce qu'il faut déconfiner vite? Alors, je pense que ce serait irresponsable de se prononcer comme ça à l'emporte-pièce. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas imaginer une société qui se met elle-même en prison pendant des mois. Et par conséquent, il y a une nécessité, une obligation de penser des alternatives au confinement comme méthode. Vous savez, le confinement, ce n'est pas une invention très moderne, hein, ça date du Moyen-Âge. Il y a une épidémie, pouf, tout le monde s'enferme. Alors, quelles alternatives? Alors, les alternatives, la première fois, on était sidérés, on a obéi, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on peut quand même commencer à réfléchir, puisque le gouvernement ne prend jamais une longueur d'avance. Ils attendent que les événements soient devant eux pour faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Nous pouvons essayer de faire fonctionner la société au mieux des consignes sanitaires qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire travailler par roulement. On est en train de le faire à l'école. Il y a des roulements. Alors évidemment, les jeunes gens qui ne sont pas accueillis dans la salle de classe doivent cependant être accueillis quelque part. Pour ma part, je me prononce pour qu'il y ait des études surveillées et donc la réquisition de bâtiments pour ça. Mais on pourrait imaginer que dans chaque entreprise, à tour de rôle, un jour sur 2, on parte au travail 1 heure plus tard. Et dès lors, ça soulagerait les quais des transports en commun de cette masse qui s'y précipite pour aller au travail à la même heure. Une organisation par roulement. Et ainsi de suite. Oui, ensuite, sur les lieux de travail, il faut demander aux salariés eux-mêmes d'organiser la sécurité sanitaire, puisque le gouvernement a supprimé les comités d'hygiène et sécurité, donc il faut que les travailleurs s'y prennent eux-mêmes. Quant au petit commerce et aux pratiques culturelles, les pratiques culturelles, si je ne le fais pas moi, qui va le faire? Les êtres humains sont des êtres de culture, figurez-vous. Le petit commerce et la culture doivent pouvoir retrouver des espaces. Alors pour le petit commerce... Retrouver des espaces, ça veut dire pour le petit commerce, il faudrait rouvrir là dès le 1er décembre. Eh bien oui, bien sûr, on peut le faire. Alors il faut organiser les files d'attente dans la rue. Il y a urgence pour vous. Mais tout va s'effondrer, monsieur Letellier. Il faut bien comprendre. Dans une économie, puisqu'on ne parle que d'économie, on ne parle jamais d'être humain, mais parlons d'économie. Il y a la production, la consommation, ce sont 2 questions qui posent question, parce que le fameux black je sais pas quoi, là, le jour des grandes soldes,
la raison principale du succès de ces journées, c'est que les gens ont très peu et ce jour-là en profitent pour faire leur cadeau de Noël. Et puis au milieu, il y a la distribution. La distribution, ça compte. Et nous voulons un monde... Je ne suis pas d'accord avec le président de la République sur ce point aussi, quand il dit « faites-vous livrer ». Non, non, on doit pouvoir aller dans un commerce, parler avec des gens, bref, avoir ce lien social. Et donc, il faut rouvrir le petit commerce. Mais ce n'est pas tout, parce que ça peut être l'hypocrisie suprême de dire « on vous a permis de rouvrir, on fait des files dans la rue, débrouillez-vous ». Non, ils ont des dettes insolvables. La question de la dette, monsieur Letellier, je demande qu'on m'entende, devient le problème politique numéro 1 de l'économie de notre pays. De l'économie, mais aussi des commerçants, ce que vous voulez. Oui, il faut donc faire remonter, c'est pas tant d'argent que ça, il faut faire remonter les dettes des commerçants à proportion d'un chiffre d'affaires perdu vers une caisse centrale de dette, exactement comme on l'a fait pour la dette de la sécurité sociale. Et il faut que l'État assume cette prise en charge de la dette comme il le fait en distribuant de l'argent à l'aéronautique, aux automobiles et que sais-je encore, toutes choses qui, à mon avis, sont inutiles. Ça, c'est des pistes que vous évoquez. Alors, vous aviez aussi, dans le passé, dénoncé le manque de masques, puis de tests. Maintenant, on parle du vaccin. Le jour où il y aura un vaccin, est-ce qu'il faut généraliser la vaccination? Alors, la rendre obligatoire? La rendre obligatoire, certainement pas, puisque tous les organismes mondiaux de santé disent que ce n'est pas la bonne méthode pour qu'un vaccin se répande. Cependant, réfléchissons un instant. D'abord, faisons un constat. Il y a 5 projets de vaccins qui sont en cours. Pas un n'est français. Pourtant, nous avons l'Institut Pasteur qui est un monument mondial dans ce domaine. Comment vous l'expliquez? Justement, c'est l'effondrement d'une certaine recherche publique et la vision à court terme qui s'est imposée dans les laboratoires. Nous importons aujourd'hui 80% de nos médicaments. Avant, on produisait 80% de ce que l'on consommait. Alors, et maintenant, je viens sur le vaccin lui-même. Oui, parce que l'Union européenne pourrait donner son feu vert au vaccin américain Moderna et Pfizer BioNTech. L'Union européenne a déjà précommandé 1,4 milliard de doses. Quoi? L'Union européenne a commandé 1,4 milliard de doses. Nous sommes en Europe. Et nous sommes en Europe, donc on est incapable d'en produire nous-mêmes. Deuxièmement, pourquoi a-t-elle fait ce choix, cette dame, sans appel d'offres, alors qu'elle nous oblige pour acheter 4 radiateurs dans un collège ou un lycée? Il n'y a pas d'appel d'offres. Il y a une décision unilatérale. Les députés européens n'ont pas accès aux conditions dans lesquelles ce marché s'est fait. Alors j'ai 2 choses à dire sur le vaccin, si vous le permettez. Premièrement, c'est une erreur du président français de ne pas avoir répondu à la proposition des Russes pour mettre au point ensemble le vaccin, puisqu'ils étaient avancés et que nous savons le faire. Deuxièmement, le vaccin n'est pas l'unique issue. Pour l'instant, le vaccin a rapporté beaucoup d'argent à ceux qui ont des actions dans ces sociétés. C'est le principal résultat. Si on se contente du vaccin, peut-être qu'on va commettre une erreur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un virus. Il mute tous les ans. Donc l'année prochaine, il faudra un autre vaccin, comme pour la grippe. Par conséquent, il faut en même temps commencer à travailler pour avoir des remèdes pour tuer le virus quand vous l'avez dans votre corps. C'est ce qu'a commencé à faire l'Institut Pasteur de Lille. On n'en entend plus parler. Ils avaient demandé 5 millions. Personne ne les leur a donnés, du point de vue de l'État. Donc il faut réinvestir d'urgence dans la recherche publique. Mais non seulement réinvestir d'urgence, traiter la recherche publique avec respect et constituer un pôle public du médicament. Enfin, les Français, bientôt, ne produiront plus rien, puisque l'entreprise Sanofi a prévu en 2024 d'enlever ces derniers centres de recherche en France. C'est insupportable et inacceptable. En tout cas, voilà les questions. En tout cas, quand même, la nation qui a inventé le vaccin... Ce sont des questions qui se posent, en tout cas. On va accueillir maintenant Frédéric Saïs, éditorialiste politique à France Culture, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Francis. Alors depuis le début du quinquennat, vous portez le fer contre le gouvernement à l'Assemblée nationale, une position qu'il va vous valoir peut-être quitter pour mener la campagne présidentielle et rester dans la course. On vous a suivi dans votre quotidien au Palais Bourbon cette semaine. C'est pas facile, le Palais Bourbon. On s'occupe de regarder à quelle heure tout ça passe. Moi, je pense que si on est 3 en séance et qu'il y en a qui viennent de temps en temps. Toi aussi, tu y es, toi? Donc, 3, 4, on est sûr d'en avoir 4. On entend la séance qui démarre, vous n'êtes pas obligé d'y aller physiquement? Non, on fait chacun notre boulot. Si on était les 17 dans l'hémicycle, ce serait la mort. Donc on tourne d'abord. Alors là, comment on va s'organiser? Honnêtement, on n'a pas eu la discussion. Est-ce que moi, je dois continuer à être président du groupe ou pas? Parce que c'est Mathilde Panot qui est la vice-présidente et qui déjà mène les affaires. C'est avec ça qu'il faut changer, et notamment avec votre commandement. Mathilde a peur de rien, donc c'est les autres qui ont peur d'elle. Une femme, ça serait bien finalement.
Oui, moi, c'est mon choix. Hein. Sur le calendrier, vous vous êtes pas dit un an avant, je lâcherai. C'était un peu l'idée. Il faut que je sois sûr qu'on soit tous d'accord. C'est dévorant une campagne. Surtout les 6 derniers mois, je vois pas bien comment je peux faire les deux, parce que ça a l'air de rien, mais ici, ma chance, c'est l'équipe. Vous avez vu là? C'était le moment de gloire quand on a mis ça. Ça vous effraie pas de le voir partir bientôt, en campagne? Ailleurs. À l'Élysée. En route. Il y a quelque chose ici qui matérialise cette future campagne? C'est ma Marianne, magnifique. Vous lui voyez les cheveux défaits, comme c'est le cas ici. C'est la femme du peuple. Et puis, évidemment, il y a le symbole suprême, c'est le bonnet phrygien. C'est la Marianne insoumise qu'elle a. Si au moins on apporte ça, c'est déjà important, faire entendre cette indignation. Et puis, comme disait Jean-Luc, c'est pas tellement une campagne d'un rejet, c'est celle d'un projet, ce qu'on veut faire. C'est vous qui êtes chargé de chercher des partenaires? Pas du tout. Oh non, mais moi je suis un des 17 du groupe. Le fait d'avoir commencé la campagne plutôt que prévu, c'est une manière de dire, d'être un peu positif, quoi. On va pas faire une campagne pour peindre noir sur noir. Non, même si ça va très mal. Bon, il y a encore des choses à organiser d'ici la présidentielle de 2022. Ça tombe bien, Frédéric Saïs est là pour vous en parler. Et avec un contexte de crise sanitaire, comment vous allez faire une campagne présidentielle avec la crise sanitaire? Quand est-ce que vous allez démarrer votre campagne? On peut déjà dire qu'on l'a démarré en annonçant la candidature, en recueillant sur le site noussomspour.fr. On est à 180 000 signatures aujourd'hui. Donc la mécanique est mise en mouvement. Mais vous avez raison, et c'est une des raisons qui m'a conduit à partir plus tôt que ce que j'avais fait les 2 fois précédentes, avec 2 mois. Parce que personne ne sait faire une campagne en période de confinement. Donc il va falloir improviser. Là, on a démarré. Ça a été plus vite que prévu. Donc, on est obligé d'accélérer et de revoir notre dispositif. Samedi prochain, je vais faire le premier meeting numérique en ligne. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne. On s'est entraîné déjà une fois. Je pense qu'il va falloir beaucoup inventer et recourir à des méthodes inattendues. Alors, le retour de l'hologramme. L'hologramme, il sera... Si vous voulez, je peux faire... L'hologramme, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est que les gens puissent venir. Nous, dans notre famille, on a besoin de se retrouver. Vous savez, on est un numérique. Comment vous allez faire revenir les gens? C'est pas possible. Eh ben là, ils vont être regroupés. Ils vont avoir le bonheur de savoir qu'ils sont, je sais pas moi, 10, 20 000. Pourquoi? Parce que nous sommes les têtes dures. Vous voyez, les insoumis, les rebelles. Donc dans la société, on est très éparpillés. Et soudain, on se retrouve en force. Ça donne du courage, de l'allégresse. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire une campagne autrement que positive, avec des lignes d'horizon un peu claires. Quoi. Ça, vous en avez fini avec le dégagisme, le « qu'ils s'en aillent tous », qui était le titre d'un de vos livres. Que jamais. Nous sommes pour, c'est plus positif. Alors, nous sommes pour, il faut partir d'une construction positive. Donc, si vous voulez, nous sommes pour le dégagisme. Attendez, il faut que les gens s'accordent sur ce qui est important. Je pense que si on se contente de faire une coalition de gens qui ne veulent pas de machin, qui ne veulent pas de trucs, ça ne va rien donner pour le pays. Ça fait déjà 3 fois qu'on vote comme ça au 2e tour. Donc, et puis, pour le projet qui est le nôtre, il est quand même une rupture avec le système dans lequel nous vivons. Vous me direz, il est en train de se rompre tout seul. Mais il faut qu'il y ait donc une adhésion à nos idées. La 6e République, pour que les gens puissent intervenir, la planification écologique, le partage. Bref, ce sont des idées qui sont en rupture avec le monde dans lequel on est. C'est ça qu'il faut construire. Alors, dans ces conditions, je suis obligé de travailler autrement. Mais ça ne veut pas dire que la perspective change. Pardon, monsieur Le Tellier, mais oui, il y en a vraiment pas mal à faire dégager. Hein. En parlant de meetings, il y a une époque où il y avait encore des meetings, ça se passe en 1997. C'est une archive que j'aimerais qu'on regarde ensemble. C'est au congrès de Brest. Ça, c'est un congrès, oui. Voilà, vous briguiez la tête du Parti socialiste. À l'époque, vous en faisiez partie. Et voici ce que vous disiez aux militants socialistes. Il me dit, le président Mitterrand, ne cédez jamais. Marchez votre chemin. Je marche, monsieur. François Mitterrand, qui en son temps avait réussi l'union de la gauche. Qu'est-ce qui vous manque, vous, pour y arriver? Ça ne marche toujours pas. Bon, François Mitterrand a été le constructeur à l'intérieur d'une toute autre époque. À l'époque, il y avait des syndicats extrêmement puissants dans toutes sortes de corporations. Les rapports sociaux n'étaient pas explosés comme ils le sont aujourd'hui. Et puis, il y avait des forces politiques considérables. Mais vous n'avez aucune responsabilité dans le fait de ne pas y arriver. Vous avez entendu Arnaud Montebourg qui dit qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon fasse des gestes pour qu'on aille vers Voilà. Alors, oui, je suis preneur de tous les conseils. Et surtout que ceux qui me conseillent mettent la main à la pâte. Pourquoi? J'ai fait la proposition en 2018 et je l'ai refaite en 2019 d'une fédération populaire. Mais tous ces gens se sont dit « Oh, Mélenchon...
on verra une autre fois. Et alors, ils ont eu des paroles très disgracieuses contre mon idée. Donc, j'ai bien vu qu'ils n'en voulaient pas. Puis, j'ai vu qu'ils avaient tous l'intention d'avoir une candidature à l'élection présidentielle. Alors, je me suis senti en quelque sorte moralement dégagé et je me suis avancé de manière à créer un horizon, une dynamique. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire. Maintenant, bienvenue à tous ceux qui veulent travailler ensemble. Arnaud Montebourg, par exemple? Mais évidemment, Montebourg, il a des idées très intéressantes. Il y en a d'autres sur lesquelles on diverge, et puis certaines sur lesquelles on converge. Je viens de voir qu'aujourd'hui, il se prononce à son tour sur une position qui m'a valu d'être bien brocardé un temps. C'est pour l'annulation de la dette publique auprès de la Banque centrale européenne. C'est un atout essentiel qu'un homme comme lui vienne abonder une idée sur laquelle j'ai été un temps isolé. D'un mot rapide sur le Parti communiste, vous avez fait campagne avec eux les 2 dernières fois à la présidentielle, exactement. Oui. Cette fois-ci, leurs dirigeants disent « nous voulons avoir un candidat » et ils laissent même entendre que sans eux, vous, Jean-Luc Mélenchon, vous ne disposerez pas des 500 signatures de maires parce qu'ils ont un réseau d'élus, évidemment. Nous verrons. Mais de toute façon, je me battrai. Sans eux, vous ne pouvez pas avoir les 500 signatures? Écoutez, que les choses soient bien claires. J'ai été allié avec les communistes dans 2 campagnes. Nous l'avons fait d'une manière finalement très fraternelle et notre façon de voir le monde à partir des biens communs est assez voisine. Donc j'espère les convaincre que nous pouvons faire encore une fois équipe ensemble. Mais sur les 500 signatures, vous avez besoin de leur réseau d'élus? Nous avons besoin de tout le monde. Mais nous avons appris à nous débrouiller par nous-mêmes. Et par conséquent, quelle que soit la situation, rien ne nous fera renoncer. Sur le fond, traverser les montagnes en creusant des tunnels avec nos ongles, vider la mer avec nos mains, nous ferons tout ce qui est nécessaire. Sur le fond de votre programme, vous dites « je vais bousculer la fiscalité des ménages ». 9 ménages sur 10 ne paieront pas plus d'impôts, mais 10%, les plus riches, paieront davantage d'impôts. Alors ce système, évidemment, il fonctionne si aucun de ces ménages les plus riches ne va à l'étranger. On sait que ça arrive parfois que les ménages les plus riches aillent à l'étranger. Comment vous comptez les contraindre à rester en France? Est-ce que vous envisagez, par exemple, de bloquer un contrôle des capitaux? Ça, c'est moi, je n'ai l'intention de contraindre personne à rien. Oui. Donc les gens ne marchent plus votre système. Ah oui, mais après, la loi, c'est la loi. Je prendrai modèle sur les États-Unis d'Amérique qui ont créé un impôt universel. C'est-à-dire où que vous soyez dans le monde, si vous êtes américain, vous payez la différence entre ce que vous donnez à l'État dans lequel vous êtes, c'est quand même normal, et ce que vous devriez donner si vous étiez américain. Est-ce que ce n'est pas un peu impérialiste? Vous avez souvent critiqué l'impérialisme nord-américain. Imposer sa loi à l'étranger, c'est pas de l'impérialisme? C'est impérialiste, ça ne l'impose pas aux Français. Ce serait de l'impérialisme s'il l'imposait aux Français. Non, mais il l'impose aux citoyens américains. Vous avec les Français? Eh bien, nous l'imposerons aux citoyens français. On n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses chaussures, disait Danton. Eh bien, avec moi, ce sera vrai. Où que l'on aille dans le monde, eh bien, on devra rester lié à sa patrie. Alors, je sais que des Français de l'étranger m'ont dit, mais votre idée, pourquoi pas? Mais nous, ici, on paye les frais de scolarité de nos enfants. Alors, c'est une question qu'il faudra traiter pour prendre en charge les frais de scolarité des petits Français dans le monde entier. En juin prochain, les régionales, rapidement, est-ce que vous êtes pour un vote par correspondance, par la poste ou un vote par Internet? Alors, on n'a pas délibéré encore ensemble. Vous me prenez un peu de court. Je vais vous dire ma conviction personnelle. Je suis contre. Pour une Internet et par correspondance? Non, mais je suis contre pour une raison que tout le monde peut comprendre. Le principe du vote démocratique, c'est le secret. Chacun vote comme il l'entend, ce qui n'est pas forcément l'opinion de son conjoint ou de ses enfants en âge de voter. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin? Pour que le secret soit préservé, il faut donc que l'on aille soi-même voter. Deuxièmement, le vote par correspondance a été supprimé à un moment donné parce qu'il était une telle occasion de fraude que c'en était une honte. Et je rappelle qu'aux dernières élections, 24% des bulletins de vote des Français de l'étranger n'ont pas pu être pris en compte parce qu'ils ne correspondaient pas aux normes sûres. Donc moi je suis contre. Et peu m'importe de savoir, je ne veux pas fuir votre incise, avec qui je suis d'accord. Ce qui compte, quand une idée est bonne, c'est qu'on la mette en œuvre. Et quand elle est mauvaise, plus il y a de monde pour la combattre, mieux on se porte. Une dernière question. Demain débute le procès pour corruption de Nicolas Sarkozy. Alors vous pouvez être très offensif avec certaines personnalités de droite, mais pour Nicolas Sarkozy, au fur et à mesure de vos déclarations, vous êtes plutôt modéré avec lui. Comment ça se fait? Je ne sais pas de quoi vous me parlez alors. Ah, vous dites qu'il est intéressant. Quand M. Sarkozy était président de la République, je l'ai combattu politiquement. Moi, mes combats politiques n'intègrent pas de haine personnelle. Ni de mépris pour les gens que je combats. Je combats leurs idées, leurs pratiques. Voilà. Après... pour ce procès, vous lui je n'en pense rien. Je suis comme tout le monde. J'attends de voir ce qui sera dit à cette occasion. Il a fait plusieurs émissions de télévision. Il a paru
très indignés de ce qui lui était reproché. D'autres disent il a bien du culot, je n'en sais rien. Et puis honnêtement, j'ai pas l'intention d'être le commentateur judiciaire de la planète entière parce qu'il y aurait du travail. Par contre, un ancien président jugé pour corruption, ça n'est pas anodin. Eh bien oui, bien sûr. Donc voilà, je ferai comme vous, je regarderai puis je me ferai une idée. Mais je ne suis pas d'accord quand un procès commence pour qu'il y ait une sorte de tribunal comme ça, de gens qui décideraient qu'il est coupable avant même qu'il ait été jugé. S'il doit l'être, il le sera, il se défendra. Merci. Voilà. Merci Frédéric. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, se retrouve, lui, au cœur de révélations sur Avenir lycéen, créé en 2018, un syndicat lycéen créé de toutes pièces par le ministère de l'Éducation nationale. Cette structure a bénéficié d'aides publiques. C'est Mediapart puis Libération qui ont sorti l'information. Et vous demandez, vous, la France Insoumise, une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire. Pourquoi ? Pour d'abord entendre Jean-Michel Blanquer. Alors, mon collègue Michel Larive, député insoumis de l'Ariège, a pris l'initiative de cette commission d'enquête et je lui ai dit tout de suite mon accord, ainsi que celui de tous les députés insoumis. Il y a des communistes qui ont signé, il y a un socialiste qui est avec nous dans cette affaire. C'est gravissime. Ce ministre de l'Éducation nationale, qui est déjà un grand destructeur de l'école avant qu'il soit ministre, puis depuis qu'il est ministre, c'est un ami de l'école privée. Bon, il a nommé un directeur de cabinet qui est un pur et simple porte-parole du secteur privé. Cet homme, c'est déjà assez problématique. Il s'en prend à la recherche libre à l'université française. Tous les chercheurs, quel que soit leur opinion. Vous l'avez dans le collimateur, c'est l'occasion de le coincer. Pas seulement, là c'est gravissime, parce qu'il y a une responsabilité morale à l'égard de la jeune génération. Que penser d'un ministre de l'Éducation nationale qui manipule des jeunes lycéens pour leur faire créer un syndicat en sa faveur pour soutenir sa politique ? Vous savez, il y a des jeunes gens qui ont adhéré à ce syndicat qui étaient de bonne foi. Ce sont donc des jeunes gens qui ont été trompés et roulés. Quant aux autres, ils ont pris d'entrée de jeu les mauvaises habitudes, ils ont reçu une somme considérable, alors que les vrais syndicats lycéens ne recevaient pas du tout les mêmes sommes, voire moins. Et avec cet argent, ils ont plutôt fait la fête que le syndicalisme. Donc c'est très grave moralement. C'est très grave moralement et vous demandez que tout soit clarifié dans une commission d'enquête parlementaire. Soit clarifié, et si s'en allait, on n'en serait pas chagrin. Hein. On n'en serait pas chagrin du tout. Blanquer s'en allait. Tant mieux, parce que ça fait trop, quoi. Vous vous rendez même plus compte. Mais quand un ministre de l'Éducation nationale prend à partie la recherche en sociologie et l'accuse de tracer une ligne politique, c'est du jamais vu. Quand il crée de ses propres mains pour manipuler des jeunes gens... Il faut qu'il s'en aille après avoir été entendu. Oui, bien sûr, mais s'il s'en allait tout de suite, ça nous soulagerait. On va terminer par un autre homme, c'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, avec lequel vous vous entendiez bien plutôt à l'Assemblée nationale, qui va se lancer dans l'adaptation de son... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je l'ai combattu. Si vous lui dites ça, le malheureux... Ça se passait bien. Ah, sur le plan humain ? Oui. Ah oui, bien sûr. Il va se lancer dans l'adaptation de son roman Dans l'ombre, comme série télévisée. C'est l'histoire qui raconte une campagne présidentielle. Est-ce que vous allez regarder ça en disant que ça pourrait vous donner des idées pour votre campagne à vous ? Bon, il faut toujours faire son miel de tout. Non, il a une bonne plume, il a écrit quelques romans policiers plutôt bien écrits. C'est un homme qui a une certaine élégance personnelle. On s'est mis quelques rudes ramponneaux. Sur la défense de retraite. Ah oui, il est fait pour ne citer que ça. On s'est bien combattu, mais je pense que c'était dans une forme, sur le plan humain, je le précise, de respect mutuel. Après, le dernier épisode a été spécialement calamiteux. C'est la période du confinement où visiblement il ne planifie rien, mais... Ça n'empêche que je suis capable d'admirer sa manière d'écrire ou de parler avec une certaine élégance. Vous le regrettez un peu comme Premier ministre ou pas ? Pardon ? Est-ce que vous le regrettez comme Premier ministre ? Ce n'est pas mes affaires, c'est la droite. Vous pourriez le regretter ? Non, parce que c'est la règle du jeu, c'est le président de la République qui désigne. Alors, le président de la République désigne des hommes de droite comme Premier ministre. C'est normal, il fait une politique de droite et même d'extrême droite. Une dernière petite question, parce qu'il va être question dans quelques jours d'une loi qui était contre les séparatismes, qui va s'appeler maintenant le renforcement des principes de laïcité. Mais il y a eu une prise de position hier d'Anne Hidalgo, maire PS de Paris, qui demande à certains à gauche, à Europe Écologie Les Verts, à la France Insoumise, de clarifier leurs ambiguïtés sur les valeurs de la République. Est-ce que ça vous a étonné, cette prise de position ? Bon, c'est choquant, mais j'ai pris l'habitude. Le PS est inguérissable. Il faut qu'il fasse la leçon à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ambiguïté ? Nous sommes parfaitement clairs sur le sujet de la République, nous autres les insoumis. Mais elle, par contre, ne l'est pas. Elle est ambiguë, parce qu'elle subventionne tous les ans des crèches confessionnelles, parce qu'elle est allée à la bénédiction de Paris, au Sacré-Cœur, et puis quoi encore. Donc, c'est, vous savez, ce genre de personnage qui se donne une posture et fait la leçon à tout le monde. Nous allons avoir une loi et nous verrons où sont les hypocrites. Parce que nous allons proposer qu'on aille au bout de la laïcité dans notre pays républicain. On y reviendra un peu plus tard. C'est pas aujourd'hui.